Bonjour, je suis Clément Dagnès, vous venez de rejoindre l'État-Major, le podcast de l'Express consacré à la défense. Il a fait très chaud cet été en France, avec 2 canicules importantes, la première fin juin, début juillet, et la seconde en août, particulièrement intense dans le sud, avec des pointes au-delà de 40 degrés Celsius. Ce réchauffement se fait sentir presque partout sur la planète. L'Organisation météorologique mondiale a indiqué que 2024 était l'année la plus chaude de l'ère industrielle, avec une température moyenne au sol en hausse de 1,55 degrés. Et 2025 s'annonce du même ordre. Si je vous en parle, c'est parce que ce bouleversement a des conséquences également sur les armées françaises. Elles sont même aux premières loges. Elles fréquentent presque toutes les latitudes, parce que la France y possède des territoires et des bases, ou parce qu'elle participe à des exercices avec des partenaires, comme en Arctique, où cette hausse se fait particulièrement sentir. Si ce changement climatique affecte votre quotidien, imaginez comment il agit sur les armées. Ce n'est pas sans conséquence sur leurs capacités. Pour rester opérationnelles, elles cherchent à s'adapter, c'est un défi majeur. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Bastien Alex, le conseiller climat du Major général des armées, l'amiral François-Xavier Polderman, le 2e plus haut gradé des forces militaires françaises. Bastien Alex occupe ce poste depuis 1 an et demi, après un passage au WWF France et des travaux de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques en tant que directeur de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour Bastien Alex. Bonjour. Est-ce que les 2 vagues de forte chaleur estivale ont eu des effets directs sur les armées françaises ? Il y a eu effectivement, en tout cas il y a pu avoir des effets qui ne sont pas toujours traités dans les médias, mais par exemple on sait que les fortes chaleurs vont nécessiter qu'on protège certains équipements, les bases aériennes ont pris leurs dispositions, elles ont rangé leurs appareils quand on le peut aussi parce qu'on n'a pas toujours la place disponible dans les hangars, elles ont aménagé aussi les activités en fonction des températures et des heures de la journée, donc il y a toujours ce travail-là qui se fait de manière assez spontanée, finalement c'est aussi, on dit souvent c'est l'ADN des armées que de s'adapter à son environnement, donc ça c'est fait de manière assez spontanée. Après ça peut nécessiter des interventions, vous savez qu'il y a notamment des régiments de sécurité civile qui sont présents aux armées, le 4e a été créé je crois et inauguré l'année dernière à Livourne. Et ces régiments-là peuvent être aussi mobilisés dans le cadre de la lutte contre les incendies ou contre les catastrophes naturelles. Donc là, on est plutôt sur les incendies que sur les canicules. Mais je vous fais malheureusement le pari que sans doute on aura à les déployer à l'avenir quand on aura à affronter des canicules de plus en plus extrêmes, ce qui est une certitude. Vous êtes depuis 1 an le conseiller climat du Major général des armées. En quoi consiste votre mission ? Ma mission, je dirais qu'elle est à la fois simple à expliquer et difficile à mettre en œuvre. Ma mission, c'est d'animer la stratégie climat et défense qui a été adoptée en 2022, avant la demande de l'Europe, formulée dans le cadre de la boussole stratégique qui a été publiée la même année, qui incite et invite les États européens à se doter d'une telle stratégie. Donc nous l'avons fait avant tous les autres. Donc on peut faire un petit cocorico ici. Donc cette stratégie, elle est, je dirais, très largement inspiré des travaux de l'OTAN sur le sujet, qui est l'organisation de sécurité référence sur le sujet changement climatique. Donc elle s'articule autour de 4 piliers. Anticipation, c'est-à-dire être en mesure de bien comprendre les évolutions climatiques et leurs impacts sur nos activités. Un pilier relatif à l'adaptation, j'y reviendrai dans un instant plus en détail. L'atténuation aussi, qu'on n'oublie pas, même si elle est portée par nombre de stratégies autres que la mienne au sein du ministère des Armées. Et la coopération, parce que, je le dis souvent aussi, la coopération, ça commence d'ailleurs à l'échelon intraministériel, interministériel aussi, mais bien sûr après avec différents organismes de recherche en France, mais pas que. Après, on passe évidemment à l'échelon européen et l'échelon international. Donc, mon travail à moi, c'est d'animer cette stratégie qui cherche principalement à nous adapter. C'est, je crois, la ligne de force principale de la stratégie aujourd'hui. Donc, il cherche à nous adapter aux impacts du changement climatique. Stratégie qui est placée sous la responsabilité du Major général des armées, ce qui a l'avantage aussi de nous donner, à moi et à mon équipe, un certain pouvoir et une force de conviction et surtout des moyens de travailler correctement. Donc là, je ne suis pas rentré dans les détails, je vous ai donné un peu le cadre. Donc mon travail à moi, c'est d'être en quelque sorte un peu un passeur de science, c'est-à-dire qu'à la fois au sein de mon équipe, par exemple, j'ai une climatologue, le docteur Sarah Mercier-Tigrine, pour ne pas la nommer, qui, elle, est diplômée en sciences de l'atmosphère. Notre travail ensemble, c'est en analysant et en veillant les évolutions climatiques,
d'anticiper les impacts que ça pourrait avoir sur nos activités, mais aussi sur la sécurité internationale, bien sûr. Il y a d'autres contrats comme l'Observatoire Défense et Climat de la DGRIS qui s'en occupe. C'est donc de regarder comment le climat évolue et comment c'est, avec notre connaissance, on va dire à la fois sur les aspects climat et sur les aspects défense, nous on anticipe la manière dont ça pourrait disrupter, gréver, empêcher certaines de nos capacités, et de transmettre ces éléments aux spécialistes de l'ensemble des, vous savez, ADS, armée, direction et services, parce qu'eux connaissent leur métier et eux, en leur donnant cette information, peuvent traduire cela en faiblesse, vulnérabilité, imaginer en tout cas et aller plus loin dans l'analyse que nous sommes en mesure de le faire, et après prendre les dispositions nécessaires pour nous adapter. Donc c'est vraiment comme ça qu'on pense notre rôle au sein du ministère des Armées. Je dis toujours qu'on part vraiment de ce principe assez basique finalement, qui est que le climat des théâtres d'opération où on sera amené à se déployer national, international, bien sûr, change, et que partant de ce postulat, il est de notre devoir de regarder dans quelle mesure est-ce que ces évolutions climatiques challengent nos capacités à honorer nos contrats opérationnels, c'est-à-dire remplir les missions des forces armées. Pour anticiper, il y a des projections. Quelles sont les projections de réchauffement en France sur lesquelles vous travaillez ? On sait que le ministère de l'Environnement évoquait plus 4 degrés à la fin du siècle. Oui, alors ça c'est donc la TRAC, la trajectoire de réchauffement, qui est liée directement au PNAC, dont la 3e version est sortie au mois de mai, je crois, cette année. Nous, on s'inscrit dans cette logique, c'est-à-dire que la France est un hotspot, même si ça aussi les gens ont tendance souvent à l'oublier, du réchauffement climatique, et qu'on part sur une trajectoire de réchauffement à plus 3 degrés au niveau mondial et plus 4 degrés au niveau français. Je pourrais même vous dire, sans rentrer dans tous les détails, que d'un point de vue infrastructure, on va regarder aussi souvent le scénario du pire, pas que pour les infrastructures d'ailleurs, mais vu que de toute façon la mission des armées c'est d'envisager le pire, parfois on s'interdit pas de pousser les curseurs pour dimensionner correctement nos infrastructures, notre réponse, nos capacités ou nos équipements. Mais globalement, on essaie de s'inscrire dans la trajectoire de l'État. Par rapport à cette question de la trajectoire, ce qui est important, c'est de mettre effectivement au centre de l'attention le niveau de réchauffement et pas forcément l'horizon temporel. Parce que ce que nous montre la science du climat, malheureusement, c'est que les choses vont souvent plus vite qu'on ne l'imaginait, et parfois les prédictions ou les prévisions qui étaient formulées dans les années 90 sont pour 2030 sont plutôt déjà arrivées en 2020. Donc de notre point de vue, au-delà de la question temporelle, on essaie de parler plutôt en niveau de réchauffement pour se dire on sera capable de faire face aux impacts attendus pour ce niveau-là de réchauffement. Finalement, peu importe si c'est 2040, 2050, mais on essaie en tout cas de réfléchir dans ce cadre-là. Ce changement climatique, on l'a évoqué, il n'a pas le même impact dans les différentes zones de la planète. Quelle différence concrète entre le réchauffement en métropole et dans les territoires d'outre-mer pour la France ? Je dirais que les différences les plus marquantes, elles concernent les extrêmes climatiques. C'est-à-dire que sur le territoire métropolitain, ou hexagonal comme on dit maintenant, on va plutôt être confronté à des sécheresses, des canicules, des incendies, des inondations. Enfin, je veux dire, on est déjà. Je pense que malheureusement l'actualité nous le rappelle. Enfin, c'est vraiment devenu ce qu'on appelle, je crois, un marronnier journalistique. Les inondations en automne, les canicules et les incendies en été. Donc sur le territoire hexagonal, c'est essentiellement ça, je pense, qui va nous occuper, avec un vrai sujet aussi sur le stress hydrique. Le retrait-gonflement des argiles, c'est pas une question militaire, mais quand on voit les proportions que ça pourrait prendre, il n'est pas dit qu'un jour ça nécessite aussi un soutien des armées. Oui, pour préciser, c'est-à-dire que le sol bouge et peut occasionner sur les infrastructures notamment des fissures et des nécessités de réparation ou même de changement de bâtiments. Oui, la réduction aussi du trait de côte est quelque chose qu'on regarde de très près, et vous imaginez bien que aussi pour nos infrastructures côtières, notamment nos bases navales, c'est quelque chose qu'on suit évidemment de très très près. Si on regarde la situation outre-mer, là on va être plutôt concerné par le risque cyclone, je dirais essentiellement. Et la grosse problématique, ça va être la chaleur humide. Ça, c'est souvent un peu le parent pauvre parce que ça ne concerne pas complètement le territoire national, enfin je dis encore une fois le territoire hexagonal. Là, on a quand même des alertes assez sensibles sur la diffusion des conditions chaleur humide à certaines latitudes, notamment celles où on a des territoires d'outre-mer, comme la Guyane pour ne pas le citer. Et là, on sait qu'on atteint quelque part les limites physiologiques du corps humain. Donc ça veut dire opérer dans ces régions-là deviendra difficile, voire très compliqué,
quand on aura affronté ces conditions de chaleur humide où là, tout simplement, vous le savez, hein, le corps ne peut plus transpirer, évacuer l'eau, donc on n'arrive pas à réguler sa température corporelle, et là, c'est accident, coup de chaud, et ça peut aller jusqu'à la mort hein, quand la température est très élevée avec un taux d'humidité de 90%. Ce réchauffement, il se fait également sentir sur les zones d'opération en dehors des Outre-mer et de la métropole. Que constate-t-on, pour prendre un exemple concret, lorsque les températures dépassent 45 degrés, comme cela peut arriver au Sahel, où l'armée française était déployée ces 10 dernières années? Alors, la température, c'est vraiment un des paramètres qu'on regarde effectivement le plus en détail, tout simplement parce que ça va jouer, donc je le disais, à la fois sur la capacité physiologique du corps humain et donc de nos combattants, même si l'aguerrissement permet d'y travailler en partie, mais quand on atteint les limites, l'aguerrissement ne suffit plus. Après, on peut utiliser des appareils. Et je dirais que, sans rentrer dans tous les détails, parce que je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais il est évident que les équipements électroniques sont thermosensibles. Ça, c'est pas une information qui est classifiée. Donc, il faut bien regarder effectivement ce qu'on a dans nos systèmes d'armes, comment on peut se prémunir du risque de surchauffe qui peut donc endommager les appareils et donc réduire l'efficacité des plateformes et des systèmes d'armes. On sait aussi que la hausse des températures est un élément qui va jouer sur la densité de l'air et que ça joue sur la capacité d'emport des aéronefs, hein, avions comme hélicoptères. Très concrètement, enfin, c'est des choses qu'on observe aussi dans le civil. Hein. Je me souviens que l'été dernier, par exemple, dans la vallée de la Mort, il y a une personne qui est morte parce que, bon, c'est un des endroits les plus chauds du monde, hein, là aussi je vous apprends rien, mais il faisait tellement chaud que l'hélicoptère de secours n'a pas pu décoller, donc la personne n'a pas pu être secourue. Donc ça, c'est des problématiques évidemment qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, parce que les zones où les aéronefs vont rencontrer des difficultés vont plutôt avoir tendance à s'étendre qu'à se rétrécir. Donc c'est à nous de regarder comment est-ce qu'on peut pallier à ça. Il y a plein de méthodes pour le faire dont je ne peux pas parler ici, mais en tout cas c'est un des impacts très concrets. Il y en a plein d'autres, on a beaucoup de rétextes hein, sur ces sujets, sur la chaleur, mais globalement ça concerne les capacités à combattre, l'usure prématurée de certaines pièces et la vigilance aussi sur la capacité d'emport. Il y a des aménagements qui sont à trouver par exemple, on peut imaginer déplacer certaines opérations la nuit, mais on ne pourra pas tout faire de nuit. Et il faut garder en tête, j'en discutais avec mon équipe récemment, si on regarde ce qui s'est passé par exemple cet été en Irak, on a eu une séquence où on avait des températures à plus de 50 la journée et à plus de 35, 38, 39 degrés la nuit. Donc sur des théâtres comme ça, même la nuit, on n'aura pas de répit thermique. Alors là, on est sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est les températures de 2025. Donc en 2050, sur ces théâtres-là, on peut imaginer que c'est des conditions qui deviendront, je dirais non pas classiques, mais beaucoup plus fréquentes et surtout sur des durées extrêmement longues, ce qu'on ne connaissait pas aujourd'hui ou encore au Sahel au moment où on y était déployé. On a parlé là beaucoup de l'impact du réchauffement dans l'air. Qu'en est-il aussi sur les mers? La France a une marine qui navigue sur toutes les mers, qu'elles soient froides, qu'elles soient chaudes. Que constate-t-on? Quels sont les rétextes, les retours d'expérience concernant les bâtiments de la marine? Là aussi, je ne peux pas tout vous partager, mais il y a certaines choses qui sont publiques. On sait que, effectivement, la modification à la fois de la température de l'eau, de l'acidité, de la salinité, tous ces paramètres-là ont une incidence sur les sonars ou sur les radars. Il y a aussi la problématique de refroidissement de nos bâtiments, frégates comme porte-avions. Donc ça va jouer sur leur capacité à tourner à plein régime, potentiellement. Là aussi, il y a des parades qui sont envisageables. Il y a d'ailleurs des travaux qui existent, dont, là encore une fois, désolé, je ne peux pas parler, mais on réfléchit bien évidemment à l'impact qu'aura le changement climatique sur un ensemble de variables océaniques, ou océanographiques plutôt, et regarder comment est-ce que ça impacte le matériel embarqué. Mais oui, les bâtiments seront concernés. Je dirais que ça reste quand même, de notre point de vue aujourd'hui, moins important que ce qu'on peut avoir sur la chaleur à terre. Vous nous avez dit que la France était en avance en matière de stratégie climat et défense, ce qu'elle a adopté en 2022. Y avait-il d'autres nations qui étaient également en avance ou même devant la France? Je dirais qu'on peut se comparer à ce qui reste du domaine du comparable. Si on regarde par exemple ce qui se fait au niveau américain, je pense qu'ils avaient une certaine avance vis-à-vis de nous, qu'on a rattrapé en partie, mais je vous apprendrai rien en vous disant que
c'est difficile de se comparer aux États-Unis. En tout cas, je pense que relativement parlant, on est tout à fait dans la course aujourd'hui. On échange d'ailleurs régulièrement avec eux. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que leur appréhension de ces sujets doit prendre un petit peu de retard sous l'administration actuelle. C'est à vérifier, mais c'est vrai que je n'ai pas eu d'échange avec mon homologue américain depuis février, où on était tous un petit peu inquiets. On leur avait demandé d'ailleurs est-ce qu'ils avaient déjà des répercussions sur leurs travaux, sur les orientations qu'ils avaient prises, notamment aussi au niveau de l'OTAN, puisque les États-Unis pèsent évidemment de tout leur poids sur l'OTAN. Donc la France, au niveau européen, elle est très bien placée. Aujourd'hui, je le disais, je pense que ce qui fait en partie la différence, c'est que en France, on a les deux éléments qui, pour moi, sont structurants dans notre capacité à déployer une telle stratégie. C'est qu'on a à la fois un bon niveau d'acculturation du ministère et de ses personnels civils et militaires sur ces sujets, parce que voilà, ça fait quand même des années qu'on parle de climat. France, les premiers travaux commandés par le MINARM, ils datent on va dire de la fin des années 2000, début des années 2010, dont certains auxquels j'ai participé. Donc le niveau d'acculturation est bon, de compréhension de ces problématiques, et on a surtout un soutien des chefs. Je le disais, la stratégie, elle est rattachée au major général des armées, qui est le numéro 2 dans la hiérarchie militaire. Donc évidemment, quand il pousse les sujets, derrière, ça avance. Donc on peut, nous, travailler dans de bonnes conditions. Je discute souvent avec mes homologues européens. Certains sont dans des situations beaucoup plus difficiles, où ils n'ont toujours pas réussi, par exemple, à faire adopter leur stratégie. Ils n'ont pas d'équipe à leur disposition, alors que nous, on est au moins 4 aujourd'hui à travailler à temps plein sur le sujet. Donc on peut déployer la stratégie via la production de livrables, le lancement d'études, l'organisation d'événements. Donc on est, je pense, très bien placé au niveau européen. Les Britanniques aussi font beaucoup de choses. L'organisation est un petit peu différente, mais je pense qu'on est dans les pays les plus investis, avec notamment aussi, je dirais, les Norvégiens, par exemple, qui sont très actifs sur le sujet et avec lesquels aussi on a beaucoup de contacts. Je ne vais pas faire le tour de tous les pays européens, mais sachez qu'en tout cas, quand la France parle de ces sujets dans les réunions européennes, on nous écoute. Vous avez évoqué l'OTAN. Elle a mis en place l'année dernière un centre d'excellence pour le changement climatique et la sécurité. C'est son nom. Il est implanté à Montréal, au Canada. Quel est son rôle précisément et comment travaillez-vous avec celui-ci ? Oui, alors c'est le CASCO, comme on dit, donc c'est le centre d'excellence sur le climat et la sécurité. La France s'est positionnée en soutien de ce centre d'excellence, puisque nous y avons envoyé 2 personnels, dont notamment le chef d'état-major du centre, qui est la 3e personne, en tout cas dans l'organigramme, en ordre d'importance, derrière le directeur et le directeur adjoint, et qui est le premier officier, en tout cas, donc c'est l'officier le plus gradé, qui occupe la position la plus importante au sein du centre, qui est un officier du SEO, avec qui je corresponds très régulièrement, et nous avons aussi quelqu'un qui est positionné, sans rentrer dans tous les détails, mais dans la branche doctrine et standardisation du centre, qui accueille aujourd'hui à peu près 25 à 30 personnes. Le comité exécutif du centre se tiendra d'ailleurs la semaine prochaine à Montréal, je m'y rendrai. Il y aura aussi la conférence annuelle que le centre organise pour la 2e année consécutive. C'est une de ses missions, c'est-à-dire d'assurer une forme de rayonnement de ces sujets au niveau de l'Alliance. Donc il y a une volonté de soutenir certains travaux de recherche, animer la communauté aussi sur certains sujets comme l'Arctique. Bon, le centre est basé au Canada. Évidemment, il y a des sujets, on va dire, plus canadiens qui sont logiquement à l'honneur. Ça me paraît tout à fait compréhensible. Ça nous intéresse aussi, évidemment, côté français. Leur rôle, c'est aussi de coordonner un petit peu et de diffuser les travaux qui sont réalisés par les États membres. On travaille aussi à l'échange de nos bonnes pratiques. Je dis souvent que, globalement, on se pose tous les mêmes questions dans l'ensemble des pays qui sont en charge de ces sujets, adaptation au changement climatique, dont on réfléchit à la manière dont on peut communiquer en interne sur ces sujets, acculturer les personnels, démontrer certaines problématiques. Donc, généralement, on est tout à fait intéressé de savoir comment est-ce que les Britanniques ou les Norvégiens s'y sont pris pour en mettre à l'agenda ou toucher tel service ou telle division sur le sujet changement climatique. Donc pour nous, c'est extrêmement utile d'avoir ce genre d'échange. Et je crois que ça donne corps aussi à la vision de l'OTAN qui est, donc depuis longtemps, je le disais, qui s'est positionné comme, en tout cas, qui a fait montre de sa volonté, ou plutôt qui a déclaré sa volonté d'être l'organisation de référence sur le sujet changement climatique. Ils en ont fait d'ailleurs une de leurs priorités. Vraiment, c'est affiché comme tel. C'est l'IA et l'adaptation au changement climatique. Donc tout ça est très cohérent. Après, la vision de la France, c'est aussi beaucoup d'orienter vers les sujets, je dirais, plus opérationnels et capacitaires. Moi, je dis toujours que
de ma fenêtre et de mon impression que j'ai du sujet, pour avoir travaillé quand même pas mal de temps sur les problématiques sécuritaires liées au changement climatique, qu'on a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le diagnostic, sur les liens entre climat et conflit, etc. Ça fait l'objet de beaucoup de débats d'ailleurs entre les chercheurs, mais je suis aujourd'hui plus intéressé, et notamment dans un contexte alliance, aux problématiques, quelles sont les conséquences sur nos capacités opérationnelles, comment on s'adapte aux défis climatiques quand on est l'armée de l'air ou la marine. C'est de mon point de vue ces sujets, en tout cas, que je voudrais voir davantage traités au sein du CASCO. Commence-t-on à bien prendre en compte l'impact du réchauffement dans les programmes de conception des armements ici en France ? Oui, alors les mauvais angles vous diront que c'est jamais suffisant, mais effectivement, oui, on commence à bien le faire, parce que je crois que les exemples que je citais aussi tout à l'heure montrent bien que les impacts sont visibles. Et encore une fois, c'est assez logique d'imaginer que si on conçoit un système d'armes aujourd'hui, on connaît la durée d'utilisation de ces matériels, ça va quand même jusqu'à 70, voire davantage pour des systèmes, je dirais, comme le porte-avions par exemple. Cette prise en compte, elle se fait généralement à travers ce qu'on appelle des études technico-opérationnelles. Je ne rentrerai pas dans les détails aussi, mais c'est toujours la même chose. C'est insérer la réflexion sur ces sujets, c'est-à-dire quel est l'impact des évolutions climatiques sur un système d'armes. Je le disais, sachant que c'est là aussi où ça se répond finalement. Quand on regarde les horizons temporels, on parle toujours à 2050, 2040. Bon, je disais que nous, on réfléchit au niveau de réchauffement, mais c'est l'horizon aussi de certains programmes d'armement qui sont déjà lancés, pour ceux qu'on va lancer aussi. Donc l'idée, c'est bien sûr d'insérer dans les phases de conception les études nécessaires afin de s'assurer que ces matériels seront capables de faire face aux températures des théâtres sur lesquels ils seront déployés dans plusieurs décennies, le temps de leur durée de vie. C'est essentiel aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est forcément l'absolue nécessité pour tous les matériels, parce qu'il y a sans doute des choses pour lesquelles la question ne se pose pas, mais en tout cas, il faut qu'on en soit sûr, et c'est ce à quoi on travaille. Et pour que les auditeurs aient une bonne idée, le prochain sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération, qui doit rentrer en service au milieu du siècle, il doit tenir jusqu'à la fin du siècle. Donc on imagine que les changements de température, la hausse aura été assez importante d'ici là. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe des armées sur la question de la lutte contre le réchauffement ? Les forces américaines, à elles seules, produisent plus de CO2 que la Suède ou le Portugal. Et le réarmement en cours de l'OTAN, face à la menace, engendrerait des émissions équivalentes à celles du Pakistan, selon l'Observatoire des conflits et de l'environnement. Je pense qu'il y a deux façons de répondre à votre question. Une façon un peu provocante pour répondre à ce que j'appellerais une provocation en rigolant, mais j'ai envie de dire, est-ce que vous avez posé la question à Vladimir Poutine ? Le fait est que tout le monde est d'accord pour déplorer le fait que ce genre d'investissement va évidemment émettre des gaz à effet de serre. Après, je crois que la seule réponse raisonnable qu'on puisse faire, c'est que c'est à mettre en parallèle de, je dirais, au moins deux aspects, la mission des forces armées et l'existence ou pas d'alternatives crédibles à des fins de décarbonation. Aujourd'hui, si ce réarmement a été décidé par le président, c'est pour des raisons géopolitiques, et les armées ont le devoir d'y répondre. Donc ça va évidemment émettre, mais c'est considéré comme peut-être un mal nécessaire. Je pensais aussi à ce parallèle. On utilise nos équipements qui sont parfois très chers. Vous avez sans doute entendu parler du coût unitaire des missiles pour détruire des drones. Les drones sont évidemment beaucoup moins onéreux, mais c'est à mettre en parallèle de ce qu'on permet de protéger en utilisant un missile qui est certes plus cher, mais qui va détruire sa cible. Donc je dirais que c'est en partie le prix de la sécurité des Français. Et il faut replacer ça dans un contexte plus large, qui est: où sont nos viviers de réduction d'émissions ? Là, je ne résiste pas aussi à l'envie de reprendre ma casquette WWF. Quand j'étais en poste là-bas, on travaille beaucoup sur la décarbonation avec mon équipe, essentiellement composée d'ingénieurs. Et dans nos cibles à engager, on avait quand même beaucoup de candidats avant de tomber sur le ministère des Armées. Je pense que d'un point de vue de réduction, et je continue de le penser, mais je le pensais, je veux dire, déjà quand j'étais au WWF, il est plus pertinent, par exemple, de s'intéresser, si on veut vraiment réduire les émissions de la France, à la manière dont on peut décarboner, par exemple, la mobilité du quotidien, en ayant là aussi la bonne approche, un véhicule électrique avec une petite batterie qui permet par exemple d'assurer les 100 km de mobilité maximale quotidienne des Français qui utilisent leur véhicule tous les jours. C'est bien plus intéressant en tout cas pour nous en termes d'impact et plus facile à faire que réduire drastiquement l'empreinte carbone des armées, sachant que là pour le coup, en termes de vecteur énergétique,
On n'a pas beaucoup, malheureusement, de solutions aujourd'hui. C'est pas les SAF qui sont aujourd'hui en mesure de décarboner l'armée de l'air. Je pense que beaucoup de gens en sont conscients, mais il faut le rappeler aussi, on fait pas ça de gaieté de cœur. Là aussi, on répond à un impératif de sécurité qui nous est posé par la situation internationale aujourd'hui. On en a un peu moins parlé, mais l'autre dimension pour les armées, c'est les conflits que risque de provoquer le réchauffement climatique. Qu'en est-il de la prospective sur laquelle travaillent les armées françaises là-dessus? Aujourd'hui, je dirais que c'est davantage des sujets qui sont portés par l'Observatoire Défense et Climat de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Nous, on est davantage porté sur la problématique adaptation des forces, comme vous l'avez dû le comprendre en m'écoutant. Néanmoins, on regarde toujours, on essaye toujours d'améliorer la copie en se disant où est-ce que le climat peut être et où on l'attend pas, où on l'attendait pas. Donc on sait que ça va forcément dégrader des situations qui sont généralement déjà mauvaises, notamment dans des pays où on pense que les conditions de subsistance sont directement menacées par les évolutions climatiques. Et évidemment, là, on pense à des pays qui sont concernés pour leurs conditions de subsistance, enfin de population plus que de pays, qui sont directement en lien avec le climat. Ça veut dire l'agriculture, l'élevage, la pêche. Ça, ce sont évidemment des conditions qui vont être dégradées par les effets du climat à long terme. Et donc, dans certains contextes, ça peut évidemment déboucher sur des tensions, de la conflictualité. Est-ce que ce sera à l'armée française qui plus est d'intervenir dans ces... Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je dirais qu'un des drivers principaux, c'est la dégradation des conditions de subsistance des populations qu'on regarde avec intérêt. Sur l'Arctique, on regarde effectivement aussi avec intérêt. Après, moi, j'ai toujours tendance à relativiser un petit peu cette espèce de... Comment dire, j'ai pas envie de dire d'hystérie, mais sur l'Arctique, on est encore loin de l'Arctique libre de glace et de l'autoroute commerciale que certains nous vendaient il y a quelques années. En tout cas, moi, j'en suis pas convaincu et je pense que vous trouverez aucun marin qui vous dira l'inverse. Mais on sait que de toute façon, les perspectives vont agiter et accélérer un certain jeu des puissances ou de compétition. Je pense que ce qui serait intéressant à regarder aussi, c'est dans les décennies qui viennent, même si c'est déjà le cas, on l'observe déjà, mais c'est comment est-ce que la compétition aussi pour les ressources nécessaires à la décarbonation et les nouveaux vecteurs énergétiques va aussi aiguiser ces rivalités internationales et créer des frictions. Encore une fois, le passage au stade de conflit, il nécessite quand même beaucoup d'autres paramètres que le changement climatique lui-même, qui est un facteur d'exacerbation. J'aime bien l'expression de l'ancien chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt, qui disait le changement climatique est un catalyseur de chaos. C'est un peu l'idée. Il se greffe sur des situations existantes et dans certains cas de figure peut provoquer des dérapages, des frictions, des tensions. Mais voilà, il nécessite un terreau. Ne pas oublier aussi, si je peux le dire en ouverture, que c'est quelque chose que le général d'armée Thierry Burkhardt citait dans, on va dire, sa vision de l'environnement stratégique mondial. Il avait tendance à dire qu'il était structuré par 4 paramètres. Le premier, c'est le retour de l'usage de la force. Le deuxième, c'est le rejet du modèle occidental. Le troisième, c'est la guerre informationnelle. Et le quatrième, c'était le changement climatique. Donc, quand le chef d'état-major des armées parle de la sorte, on peut imaginer qu'il n'est pas dans l'erreur. Ça montre bien la prise de conscience actuelle sur ces enjeux. C'est intéressant parce que vous étiez justement au WWF France auparavant. Qu'est-ce qui a évolué ces 10 dernières années dans cette prise de conscience? Parce que l'accord de Paris se fixait à limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius d'ici 2100. Cela semble déjà caduc. Enfin, ça, c'est les scientifiques qui nous le disent. Enfin, je pense que ce qui a changé peut-être, c'est en tout cas les impératifs de sécurité qui sont aujourd'hui très différents d'il y a une dizaine d'années. Et je pense, malheureusement, c'est qu'on n'a pas été en mesure d'infléchir la hausse des émissions. Dans ce tableau noir, enfin, je dis souvent que malheureusement, on a brûlé l'accord de Paris en 10 ans, c'est-à-dire que la limite des 1,5 degré est déjà atteinte, vous le disiez en introduction. Néanmoins, il y a quand même certains signaux intéressants, je trouve. C'est par exemple la Chine qui est censée atteindre son pic d'émissions beaucoup plus tôt que ce qu'elle avait prédit. Ça, encore une fois, c'est pas rien. Il y a des signaux un peu inverses qui nous sont envoyés par les États-Unis aujourd'hui, mais je ne doute pas que de toute façon, à un moment donné, ils retrouveront un peu la raison sur ces sujets-là. Mais je dirais que si on regarde depuis 10 ans, entre les 2 mandats de Trump, même si le deuxième ne fait que se lancer, et l'évolution du contexte géostratégique, c'est pas forcément des choses très positives pour le climat. Maintenant, je dis aussi souvent que le climat est
En tout cas, tout ne se décide pas dans les COP et il y a plein d'autres acteurs qui font tout un tas d'autres choses bénéfiques pour le climat hors des COP, que ce soit les entreprises, les institutions internationales, les citoyens ou autres. Donc tout ne se joue pas au niveau des COP. Merci Bastien Alex. Je vous en prie. Pour suivre l'actualité géopolitique et celle de la défense, je vous invite à vous abonner à l'express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou bien Deezer. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. L'état-major, le podcast défense de l'Express, c'est un mardi sur 2. Je vous retrouve donc pour un nouvel épisode le 14 octobre.